On a cherché dans le monde, ça n'existe pas. On est les seuls fous à avoir fait vraiment un modèle 100% quoi. philanthropique. Ouais. Toutes les équipes d'investissement reversent 50% de leur carry interest à ma fondation. Donc on a vraiment un modèle qui est dingue puisqu'il réconcilie finance et philanthropie par nature. Tu nous donnes 1 euro, on va le mettre au capital d'une boîte, donc il va être utilisé dans l'économie réelle, mais dans 4-5 ans, ça donnera potentiellement peut-être une sortie positive qui nous permettra de donner aux associations. J'aurais réussi si j'arrive à faire en sorte que les compétences qu'on a dans le monde de la tech, qui sont hyper précieuses, soient mises au service du monde associatif. Et qu'on crée demain les champions de demain associatifs. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Entretien avec un VC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Gervais. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Anne-Sophie est co-head de Raise Sherpa. On va en parler, un très très beau fonds qui a été créé par Gonzague de Blinière et Clara Guémard, évidemment. Alors avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que Apple ou Spotify. Et n'hésitez pas à le faire dès maintenant, ça m'aide énormément, notamment dans l'algorithme, c'est hyper important. Alors, avant de commencer, comme à l'accoutumée, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter et me dire comment tu es arrivé dans ce monde du venture capital ? Avec plaisir. Écoute, donc Anne-Sophie Gervais, moi ça fait plus de maintenant 14 ans que je travaille, ça fait longtemps. Et écoute, je suis arrivée assez naturellement dans cet écosystème en tout cas. Enfin, à l'époque, il était relativement naissant et il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais moi très vite en fait, dans mes études, donc j'étais à l'ESSEC et je faisais une chaire d'entrepreneuriat social. Donc très vite, je me suis intéressée au sujet de l'impact. À l'époque, voilà, on parlait d'entrepreneurs sociaux, c'était vraiment ce terme-là. On était très peu à connaître ce petit monde-là, mais tout de suite, solidaire. Voilà, exactement. C'était l'ESS, cette période-là, et c'était vraiment l'éclosion de ces sujets. Et j'avais vraiment envie de m'intéresser à ces sujets et de me dire, en fait, l'entreprise peut être un vecteur de changement sociétaux, notamment. On parlait moins d'environnement à l'époque, mais du coup, c'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. Et à l'ESSEC, j'ai notamment organisé une compétition de business plans sociaux qui s'appelait la JSVC. Okay. Et en fait, qui est une compétition mondiale, et la finale a lieu à Berkeley. Et donc, tu réceptionnes plein de BP d'entrepreneurs venus de partout dans le monde. Donc, nous, c'était la zone francophone, et t'allais jusqu'à Berkeley. Et ouais, ça a été un peu un déclic, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'accompagner, d'être du côté des entrepreneurs. À la base, moi, j'étais très focus accompagnement, on va en parler, mais mon métier, c'est de financer et d'accompagner, et de se dire, en fait, tu peux être aux côtés de ces entrepreneurs qui ont envie de changer le monde et aller plus loin avec eux. Et du coup, j'ai commencé comme ça, d'abord à l'incubateur de l'ESSEC qui s'appelle Entropia, et qui est focalisé sur l'ESS. Puis, mon premier vrai job salarié, on va dire, dans cet écosystème, c'était à Dauphine, où en gros j'ai géré l'incubateur de Dauphine, donc qui incube des projets de dauphinois alumni qui veulent monter leur boîte. Et là-bas, j'ai aussi créé un programme pour les étudiants entrepreneurs, pour que des étudiants puissent créer leur boîte en parallèle de leurs études. Beaucoup de travail aux côtés des étudiants, aux côtés des étudiants entrepreneurs. Exactement. Et pourquoi, en fait, c'est un attrait immédiat? Tu me parlais de l'intérêt d'accompagner C'était quoi, la jeunesse avant tout, ou comment ça se passe? En fait, très vite, je me suis dit, j'aime être de ce côté-là. Tu vois, il y a des gens qui ont envie de créer des boîtes, et il y a des gens qui ont envie de... Moi, je suis hyper curieuse, donc en fait, j'aime voir plein de business, comprendre un peu comment ça fonctionne. Et au début, c'est plus ce qui m'intéressait, c'était d'être vraiment à la jeunesse des projets, tu vois, parce que les étudiants entrepreneurs, ils créent vraiment leur boîte, donc tu les aidais sur les premiers slides, tu vois, on n'appelait même pas ça un deck à l'époque, je sais même pas comment on appelait ça, une présentation, les aider sur leur BP, etc. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit,
finalement, j'ai envie d'aller accompagner des projets un peu plus matures, où, tu vois, l'idée, elle est déjà, elle a déjà été testée, il y a vraiment un produit, un service, et comment, en fait, tu passes aux étapes d'après, et comment ça devient, en fait, des vraies startups, puis scale-up. Et t'en as vu passer de jolies à cette époque, des jolies boîtes qui existent encore, il y en a, dans écoute, ces incubateurs. Ouais, il y en a plein. Qu'est-ce qui sort de ces incubateurs? Moi, je m'en demande souvent. En fait, si tu regardes le Next 40 ou les licornes françaises, elles sont sorties souvent d'incubateurs. Hein. Enfin, c'est souvent des histoires comme ça. Et moi, par exemple, j'ai Maxime Demeure qui a monté une boîte qui s'appelle Madbox et qui est une super entreprise qui développe des jeux, des apps mobiles, tu vois. Et enfin, elle fonctionne très très bien et c'est une très belle réussite. Et il a commencé dans son grenier chez lui dans le 91, quoi. Enfin, c'est quand même des belles histoires. Il y a Meet My Mama qui forme des femmes justement à la cuisine, enfin l'insertion socio-professionnelle par la cuisine. Et donc c'est des traiteurs un peu avec des mamas qui viennent du monde entier. Ça, elle fonctionne encore. Et ça vient de cette époque-là, tu vois. Donc il y en a pas mal qui sont sortis de ces incubateurs. Et alors pourquoi tu t'es orienté tout de suite vers cette approche très philanthropique, économie sociale et solidaire? Ouais, c'est toujours plus difficile à dire après coup, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai travaillé quasiment que pour des fondations. Tu vois, l'incubateur de Dauphine, c'était une fondation aussi. C'est ton côté Romain Desbois. C'est un côté, je crois que moi, ce qui m'anime, c'est, tu vois, de me lever le matin et de me dire, en fait, je vais faire quelque chose qui va avoir un impact positif. Et du coup, d'être embauchée par une structure qui n'a pas d'externalité négative. Tu vois, sauf si on fait très mal notre travail, qu'un entrepreneur dit qu'on l'a mal accompagné, mais en fait, à la limite, c'est un NPS, quoi, tu vois. Moi, mon quotidien, c'est de me dire, est-ce que j'accompagne bien mes bénéficiaires, tu vois. Et j'aime beaucoup cette approche, de me dire, je suis dans une entreprise qui fait du bien, en fait, et qui vient apporter des choses pour changer, globalement, faire avancer des écosystèmes, faire avancer le monde, et où le drive, il est quand même... Moi, il est sur l'impact, tu vois, avant tout. T'as été nommée sélectionnée parmi les 40 femmes Forbes en 2023. Est-ce que tu peux nous partager un peu les moments décisifs justement de ton parcours là-dessus? Les moments décisifs de mon parcours. Comment ça se passe? Ils t'appellent, ils te disent vous êtes sélectionné. En fait, ils t'envoient un message en disant est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo? En fait, c'est une de mes collègues qui m'a fait postuler. En fait, tu peux nommer des gens que tu connais. Et après, il t'envoie un message. Et moi, je me suis dit mais c'est pas possible, tu vois. T'as un sentiment, oui, forcément, t'as un côté imposteur parce que tu vois, en plus, tu travailles dans la philanthropie, mais en plus dans la philanthropie avec des startups. Enfin, le modèle, il est compliqué à appréhender, donc tu te dis, mais vraiment, ça intéresse les gens. Enfin, tu vois, ou même quand toi, tu m'as contacté, tu vois, on parle d'investissement, de philanthropie. C'est des mots qui étaient pas compatibles il y a une dizaine d'années, tu vois. Et donc, c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est de te dire, en fait, tu choisis ton parcours parce qu'en fait, c'est des choses qui te plaisent. Et tu vois, moi, ça fait 8 ans que je suis chez Raise et je n'ai pas vu le temps passer parce qu'en fait, c'est tellement passionnant au quotidien de rencontrer des startups qui changent le monde, qui ont des technologies de malades, des associations qui veulent vraiment changer d'échelle et changer les choses. Du coup, dans mon parcours, je pense qu'il y a un peu ça. Il y a, en fait, quand tu es aligné avec ce que tu es vraiment, et en fait, ça se ressent. Donc, tu incarnes aussi ce que tu fais. Et du coup, c'est plus visible. Bien. Et du coup, tu finis dans Forbes. Et c'est un super tremplin aussi de visibilité pour la philanthropie. Enfin, moi, je le retiens comme ça, quoi. Ouais. On va beaucoup parler de philanthropie, là, dans les prochaines minutes. Peut-être avant, pour nous donner un peu le contexte, c'est quoi Raise ? Parce que là, toi, on a parlé de Raise Sherpa. Je sais qu'on parlait tout à l'heure en off du nouveau fonds que tu viens de lancer aussi, qui est totalement philanthrope, et on va en parler. Mais c'est quoi Raise Sherpa qui a été créé par Clara et Gonzague ? Ouais, et du coup, Raise Sherpa, c'est la fondation du groupe Raise. Donc la fondation est née au moment de la création du groupe. Et le groupe Raise, en gros, c'est un groupe d'investissement
Donc, il y a différents fonds d'investissement, il y a du private equity, il y a de l'impact, il y a du venture. Et en fait, toutes les équipes d'investissement reversent 50% de leur carry interest à ma fondation. Donc, on a vraiment un modèle qui est dingue puisqu'il réconcilie finance et philanthropie par nature. Donc, cette fondation, elle existe, elle est, si tu veux, par essence, elle a été créée au même moment que les fonds d'investissement. Donc, c'est ça qui est vraiment très, très important. Et il y a ce soutien, on va dire, aux entrepreneurs qui est vraiment la clé de voûte du modèle de Raise. Et c'est quoi un peu parce que ce modèle, il est déjà aussi très philanthropique, assez beau. Est-ce qu'il est éprouvé là depuis le temps? Parce que ça fait combien de temps que ça a été créé? Ça date de 2014. Ouais, donc ça fait plus de 10 ans, si tu veux. Et oui, je pense que... Ça a rendu beaucoup de sous? Ça a rendu beaucoup de sous. Aujourd'hui, t'as un fonds qui s'appelle Raise Investissement, qui est le fonds de private equity, et qui fonctionne très bien, puisque nous, on a reçu du caride. Donc on peut, si moi je peux être là, c'est parce que j'aide des entrepreneurs, et ces entrepreneurs et ces associations, en fait, elles peuvent aussi être accompagnées et financées grâce au caride. Donc le modèle, il fonctionne. Et puis surtout, on a réussi à lever sur ce modèle. Tu vois, c'est ça qui est fou. Le pari, c'était à la base dire, écoutez, nous on va créer un fonds, mais un peu spécial, puisqu'il va reverser 50% de ce qu'on gagne, quoi, du caride. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que tu vois, des initiatives comme ça, en fait, elles peuvent en entraîner d'autres. Et en fait, moi, ce que je trouve hyper passionnant, et c'est pareil dans le VC, c'est comment tu changes des écosystèmes. Comment, tu vois, à ta petite échelle, tu as vraiment un impact sur ton écosystème. Et là, aujourd'hui, le private equity n'a pas le même visage qu'avant, si tu veux. Aujourd'hui, au sein de France Invest, donc, qui regroupe toutes les plateformes et toutes les sociétés de gestion, on a un groupe philanthropie, tu vois. Ce qui est dirigé par Mathieu Blanc, qui est un partenaire de Raise, mais c'est quand même hyper intéressant. Et le but de ce groupe philanthropie, c'est justement d'insuffler exactement. Et comment on échange des bonnes pratiques, comment on professionnalise la philanthropie au sein du capital risque. Il y a 15 ans, tu parlais de ça à quelqu'un qui faisait de la finance, il disait ils sont complètement barges, tu vois. Donc il y a toute la galaxie de Raise, qui est le groupe financier, on va dire, dans le capital risque, qui font du prêt, de l'investissement, du growth et tout. Ouais. Et il y a cette partie Raise Sherpa qui est la fondation. Mmh. Mais à l'époque, en tout au début, dans mes souvenirs, ça faisait aussi des prêts d'honneur, ça faisait plein de choses. Ça en fait toujours. Écoute, ça fait quoi, Raise Sherpa? Ouais, alors pour te dire un peu, donc on est comme une fondation, c'est un fonds de dotation, et on se définit comme un accélérateur philanthropique de projets à impact. Donc en gros, on va accompagner des projets à impact social ou environnemental, qu'ils soient portés par des startups tech ou par des associations. Donc on a vraiment les deux branches. On a une branche qui accompagne, ça c'est notre métier historique, des startups. Donc, tu vois, on a financé plus de 200 startups aujourd'hui. Et on a, depuis peu, on va en reparler, une branche vraiment associative où là, on accompagne des associations dans leur changement d'échelle. Et là-dessus, on en a accompagné 9. Donc, notre métier historique, c'est vraiment le financement et l'accompagnement de startups. Aujourd'hui, on est 100% impact et on va financer, si tu veux, des startups très tech avec des grosses innovations de rupture qui vont avoir un impact environnemental ou social. Ça, c'est vraiment... finalement, on vient là où il y a des trous dans la raquette. Depuis toujours, c'est ce qu'on fait. On se dit, à l'époque, on faisait des prêts de 100 000 € à taux zéro, qu'on fait toujours d'ailleurs, mais parce qu'en fait, ça manquait à des entrepreneurs qui avaient plus de 3 ans d'existence. Notre premier prêt, c'est Mano Mano, donc tu vois, pour te dire, on a bien évolué depuis. Et aujourd'hui, on va vraiment financer, tu vois, on va prêter à des entrepreneurs de la deep tech en général, qui ont des solutions dans les énergies renouvelables, dans la santé, dans tous ces sujets-là, même des sujets hardware, industrialisation. Voilà, nous, on n'a pas peur de prendre des risques et de prêter 100 000 € à taux zéro à ces entreprises, en portant nous le risque. Ouais, enfin, tu vois, sur les niveaux de technologie, on est à partir d'un TRL 5, donc, c'est quand même... On arrive quand même au moment, tu vois, c'est le niveau de développement et de maturité de la technologie. On arrive quand même à des moments où elles sortent vraiment, enfin, elles sont sorties du laboratoire et elles testent à grande échelle leurs solutions, quoi. Donc, on est plus à ce moment-là. Et parce que nous, on apporte aussi beaucoup dans l'accompagnement, toute la partie scale, en fait. Tu vois, donc on finance, on fait des prêts, 100 000 € à taux zéro, on va en revenir, on fait aussi de l'equity, et puis après on accompagne ces startups. Donc l'accompagnement, nous, c'est tout ce qui est scale commercial, donc on t'aide sur ton go-to-market, tu vois.
notamment aller chercher tes premiers clients. Où on t'aide concrètement, c'est une équipe de combien de personnes, Raise Sherpa aujourd'hui? On est 7 aujourd'hui. Donc on est avec Jérôme, on co-dirige le fonds de dotation, et ensuite on a 5 personnes, une partie en financement de start-up, une partie en accompagnement de start-up et une personne dédiée aux associations full-time. D'accord. Donc notre métier, c'est vraiment ça, c'est de créer des programmes, de bien sélectionner les start-up, de prendre en fait, on va chercher l'excellence, tu vois, on va chercher les meilleurs, les champions européens de demain. Il va y avoir un super impact exactement, un super impact et puis un impact systémique, quoi. Vraiment, ça va vraiment changer les choses. Et puis après, on les accompagne et là, on crée plein de programmes d'accompagnement pour leur apporter de la valeur sur leur scale opérationnel, aller chercher des mentors. On a 150 mentors qui sont des C-level de super scale-up, des ex-entrepreneurs qui redonnent du temps à notre écosystème. Et puis après, on crée beaucoup de passerelles entre les startups et les grands groupes. Ça fait partie de notre ADN. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est d'avoir d'avoir ton pipe commercial rempli et de l'attraction, tu vois. Et quand tu vas lever, qu'est-ce que regardent les VC aujourd'hui, c'est ça. C'est ta capacité à vendre. Beaucoup d'acteurs, peut-être même tout l'écosystème, se dit accompagner, être au service des entrepreneurs. Mais pour nos auditeurs, c'est quoi concrètement ta vie de tous les jours? Comment on accompagne des entrepreneurs? Parce qu'il y a accompagner et accompagner, tu vois. À un moment donné, des financiers qui accompagnent des entrepreneurs et qui vont à un board tous les 3 mois, c'est pas tout à fait la même chose que probablement l'accompagnement d'un... Nous, comme on est philanthropique, on n'a pas cette posture de board, etc. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on accompagne vraiment. En fait, on met la même intensité pour des boîtes qui vont bien ou des boîtes qui vont pas bien. Ça, c'est très important. Tu vois, on laisse personne sur le carreau. Et malheureusement, quand tu as un fonds d'investissement classique, forcément. En gros, tu as ton portefeuille et puis tu scores les boîtes et puis tu mets ton intensité sur celle... qui surperforme. Mais c'est logique. Nous, on n'a pas du tout cette logique-là. On laisse personne sur le carreau et donc on est aussi vachement présent pour les entrepreneurs. Donc on a une posture qui est complètement différente. Ils vont beaucoup plus se confier à nous. Tu vois, on va être les premiers au courant d'une bonne nouvelle, mais aussi d'une mauvaise nouvelle. Et du coup, accompagner au quotidien. Moi, mon quotidien, c'est alors déjà rencontrer des boîtes et les financer, ça c'est sûr. Mais c'est surtout se dire, ok, c'est quoi tes besoins du moment? Tu vois, de quel typologie de mentor, profil t'aurais besoin pour t'accompagner, pour challenger, pour créer ta sales machine, pour, te dire est-ce que tu te plantes pas dans la façon dont tu penses que tu vas gérer ton usine. C'est des sujets hyper opérationnels, tu vois. Et en fait, moi, mon métier, c'est, alors avec plein d'outils, parce qu'on a créé aussi une machine de guerre avec Airtable et avec toutes nos bases de données, mais à la base, c'est dans ta tête te dire, ok, j'ai rencontré ce super profil de mentor dans la santé qui a monté une biotech pendant 20 ans, etc. Lui, et qui va donner du temps avec ma boîte biotech qui va vraiment percer selon moi demain, quoi. Donc c'est ça, c'est le métier. Et après sur les relations commerciales, ça c'est vraiment un travail très très fin parce que c'est comprendre qui sont les décideurs dans les grands groupes, les rencontrer, comprendre leurs besoins, leurs enjeux et connecter les startups de mon portefeuille au bon moment, tu vois. Et moi, l'avantage, c'est que en tant que fondation, je suis un peu ce tiers de confiance entre ces deux populations. Donc, ces grands groupes qui se disent « j'ai besoin d'innovation pour décarboner, pour faire plein de choses ». Et du coup, moi, j'ai ces innovations. Et puis, comme j'ai un stock de startups qui est assez conséquent, j'en ai à peu près financé plus de 200. Donc, tu vois, c'est pas... Là, tu prends un peu le boulot des cabinets de conseil en innovation, non? C'est pas un peu... Un peu. Après, moi, je fais la première étape. Tu vois, j'accompagne pas. Nous, on a un cabinet de conseil en interne en Open Innovation qui s'appelle Raise Lab. Son client, c'est le grand groupe. Et il va accompagner le grand groupe sur un projet de transformation d'Open Innovation. Donc, il passe du temps avec le grand groupe. Moi, mon client, entre guillemets, c'est la start-up. C'est de me dire, elle va décrocher grâce à moi un rendez-vous avec un top décideur dans un groupe du CAC 40. Okay. Moi, je suis contente si à la fin de la journée, la boîte, elle me dit, en fait, cette intro, j'ai signé, tu vois. Ah tu m'étonnes. C'est la plus belle reconnaissance, ouais. Oui. Enfin, fait partie des belles reconnaissances. Et comment ça se matérialise aussi côté association? Parce que tu me dis, tu t'adresses aussi aux associations, ce qui est aussi pas commun. Et ces grandes associations, est-ce que tu peux en partager par exemple une que vous accompagnez? Ouais, bien sûr. Alors, juste pour te donner la jeunesse de tout ça, c'est que
donc il y a 3 ans, on s'est dit, enfin même un peu plus, il y a 4-5 ans, on s'est dit c'est trop bête, on a mis 100 000 euros, enfin on a prêté 100 000 euros à des licornes françaises. Si on avait parfois mis 100 000 euros au capital de ces boîtes, mais combien on aurait récupéré? Et on s'est dit, mais en fait, en tant que philanthrope, on va monter un fonds qui s'appelle Raise Future et on va investir au capital de start-up et 100% des plus-values qu'on tirera sera redonné au monde associatif. Parce qu'on avait toujours voulu financer le monde associatif. Et donc c'est comme ça qu'est venue la genèse du projet, en se disant, on va lever des dons. Donc on allait voir des entrepreneurs de la tech, des entrepreneurs qui avaient réussi et qui nous ont donné de l'argent qu'on a placé dans une SAS qui nous permet d'investir au capital de start-up, donc des tickets entre 50 et 150 000 euros. Donc on fait du seed à la série B, donc on est assez opportuniste. Et quand il y a possibilité de sortir et de faire des plus-values, on reverse ces plus-values à des associations. Et donc c'est là qu'est née cette histoire d'accélérer les associations. D'accord, c'était pas vous financiez pas le monde associatif avant cette initiative de fonds d'investissement. Et en fait, au moment où on a créé donc Future aujourd'hui c'est quasiment 4 millions de fonds qui ont été levés, mais du coup de dons levés, donc c'est des dons. Hein. Voilà, et donc on a investi à la moitié à peu près, donc on a 24 participations. Okay. Et on s'est dit, en fait, on va amorcer sur le même mécanisme du don de Caride, on va amorcer notre accélérateur d'associations. Et donc, on a créé un deuxième fonds de dotation. Donc, on a celui qui est dédié aux startups, on a celui qui est dédié aux associations. Et on fait un parallèle qui est énorme sur les startups, à savoir que, en fait, les associations qui changent d'échelle, elles ont les mêmes besoins que nos startups. Elles ont des besoins de mentors, elles ont des besoins de connexion pour faire du fundraising. Et du coup, vraiment, notre objectif, c'était de se dire, on crée des ponts entre des écosystèmes qui se parlent peu, le monde de la tech et le monde associatif, et qui ont beaucoup à s'apporter. Aujourd'hui, on a un monde associatif qui est sous-digitalisé. Enfin, tu vois, avec l'avènement de l'IA, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. Ces associations, elles ont un impact énorme. Oui. Ouais. Sauf que, en fait, c'est pas financé, l'innovation sociale dans le monde associatif. Parce que les financeurs ne financent pas tout ça. Donc ça, c'est pour nous, c'était notre rôle de se dire, on a un écosystème de la tech, et de l'autre côté, on a un monde associatif, et on va se faire rencontrer ces deux populations. Et du coup, aujourd'hui, on a des mentors de la tech qui accompagnent des associations chez nous, tu vois. Donc, typiquement, Philippe de Champville, le fondateur de Mano Mano, il accompagne David Rovert, qui est le directeur de J'accueille. Tu me demandais une association tout à l'heure. C'est notre première association financée. Et J'accueille, en fait, c'est une association qui a pour but de changer le regard sur l'accueil de personnes réfugiées en France. Et du coup, qui permet à des gens qui ont une chambre en plus d'accueillir de façon long terme des personnes réfugiées. Donc c'est vraiment du création de liens sociaux, changement de regard, etc. Et du coup, ils ont des logiques, si tu veux, d'acquisition, comme des startups, en fait, puisqu'ils doivent aller chercher, notamment via Facebook, des familles qui ont une chambre supplémentaire de libre, qui souhaiteraient accueillir. Donc, en fait, c'est des sujets de marketing digital qui sont exactement les mêmes que tu peux retrouver dans une... Et c'est une grosse association ? Ouais, c'est une grosse association. Enfin, elle fait quelle taille Elle fait quelle taille ? Elle fait à peu près, tu vois, en termes de TP, c'est quasiment 10, je crois, et en termes de budget, elle est au-dessus de 2 millions. Okay, donc c'est une grosse, et en même temps, enfin, je le dis ici parce que c'est tellement précaire le financement du monde associatif aujourd'hui. Tu as 30% de, tu vois, par exemple, J'accueille, il va y avoir un pourcentage t'as à peu près 30% qui dépend des pouvoirs publics. Aujourd'hui, c'est tellement incertain. Donc c'est des assos qui font un boulot incroyable, mais qui ont vraiment besoin de soutien de personnes physiques comme nous, ou de personnes morales comme notre fonds de dotation Raise Sherpa Association. Donc, Et alors, cette idée de créer un fonds, encore une fois, totalement philanthropique, là, déjà, est-ce qu'il y en a déjà eu un autre en France ? Alors, déjà, on a cherché. Dans le monde, ça n'existe pas. On est les seuls fous à avoir fait vraiment un modèle 100% philanthropique. Ouais. En fait, tu as des modèles, tu as des modèles de fonds de partage où, en fait, c'est juste que la répartition de la valeur est différente. Enfin, de toute manière... Globalement, c'est une question de répartition de valeur. C'est qui capte la valeur, qui capte les plus-values, quoi. Donc, en fait, tu peux créer... moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'innover dans la finance et de te dire, en fait, tu peux créer des modèles complètement atypiques et qui viennent financer, bien sûr, tu peux t'enrichir sur ces modèles-là
tout en finançant, en fait, l'intérêt général. Donc, tu vois, les associations, la médecine. Enfin, en fait, il y a plein de choses à financer comme ça, en fait. Donc nous, on a fait le parti, comme on était philanthropique, on s'est dit, let's go, on fait 100% philanthropique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle quand même de philanthropie et de capital risque. Et par définition, le capital risque, c'est risqué. On peut perdre aussi l'argent. On le répète tous les jours, nous, avec The We Fund. C'est un investissement qui peut être où on peut perdre tout ou partie de son investissement. Exactement. Et c'est liquide. Donc, c'est quoi ce pari un peu fou de financer, et en plus, il y a une forme d'investissement un peu citoyen qui est celui de financer les entreprises, de financer l'innovation. Et en plus de ça, derrière, cet investissement, s'il y a retour sur investissement, il est réinvesti pour le coup dans les associations. C'est ça le modèle économique. C'est ça le modèle économique. Alors, tu as complètement raison, c'est-à-dire qu'il faut trouver des gens un peu fous. Parce qu'aujourd'hui, les gens, tu vois, qui ont réussi, qui veulent commencer à être philanthropes, souvent, ils ont envie que, tu vois, leur redonner, soit de choisir exactement la cible directement. Donc, tu en as beaucoup qui créent leur propre fonds de dotation. Et puis, tu en as aussi qui se disent, en fait, je veux donner tout de suite. Tu vois, nous, notre modèle, c'est on te dit, tu nous donnes 1 euro, on va le mettre au capital d'une boîte, donc il va être utilisé dans l'économie réelle. Je veux dire, en plus, on finance beaucoup d'impact. Tu vois, sur Race Future, on a financé par exemple Fermat, qui est vraiment dans l'économie circulaire et qui crée de nouveaux matériaux à base de fibres de carbone. Enfin, tu vois, c'est vraiment impact avec des sujets d'usine, tu vois, de souveraineté aussi industrielle sur ces sujets-là, etc. Donc, tu viens quand même financer cette économie réelle, mais dans 4-5 ans, ça donnera potentiellement peut-être une sortie positive qui nous permettra de donner aux associations. Donc, il faut être un petit peu fou pour donner, mais en même temps, on a des donateurs qui se disent « Ouais, mais en fait, moi, je vais confier mon argent à des gens qui vont être potentiellement capables de démultiplier mon don. » Donc, en fait, c'est aussi des gens qui croient vraiment... Ta thèse. Ouais, ma thèse, c'est... Donne-moi 1 euro et j'en ferai 5 à destination des... Et comment je vais en faire 5 ? Il y a 2 choses. Il y a à la fois, je vais rentrer dans les meilleurs tours parce que je suis philanthropique. Donc, je suis différente. Donc, moi, quand je vais voir des entrepreneurs, ils se disent, en fait, à mon capital, je vais avoir quelqu'un qui ne va pas s'enrichir sur mon dos. Ou l'enrichissement ira aux associations. Donc, ça te permet d'être philanthrope avant même de pouvoir l'être, avant même d'avoir cash-outé ou je ne sais quoi. Tu vois. Donc, ça plaît beaucoup. Donc, on rentre dans des deals très compétitifs. Donc ça, c'est hyper important. Et deuxièmement, ce qui les intéresse, c'est, voilà, nous, on ne prend pas de place au board, on est vraiment follower, mais par contre, on t'apporte tout l'accompagnement dont on parlait tout à l'heure. Donc, tu vois, les mises en relation business avec des groupes du CAC 40 qui sont le réseau de Raise, etc. Ça, c'est ça l'apport qu'on apporte au quotidien. Et un accompagnement sur mesure, et voilà, tu vois. Et ça, je pense que la valeur, elle est énorme. Donc, je dirais, en fait, on dérisque le modèle aussi en étant philanthropique, parce qu'en fait, on va rentrer dans des tours, on a vraiment, tu vois, on va rentrer que dans des tours qui sont leadés par des VC Tier 1. Oui, c'est quoi c'est quoi la thèse exactement ? Parce que pour ça, j'imagine que tu dois suivre vraiment des critères d'investissement assez stricts que vous êtes imposés. Ouais, nos critères, c'est ça, c'est t'as un VC Tier 1 qui lead le tour. Souvent, c'est des entrepreneurs, parfois, c'est des entrepreneurs qu'on avait accompagnés par le prêt, donc en fait, qu'on connaît. Que tu connais déjà. Et donc, en fait, nous, on parie sur des équipes, comme tous les VC, tu vois, je veux dire, et des équipes que tu as côtoyées, tu as vu comment ils avaient utilisé ton accompagnement, la façon, tu vois, donc, qui gèrent la relation avec toi. Déjà, ça en dit long, tu vois, c'est une relation dans la durée que tu as construit. Et ensuite, au moment de la série A, par exemple, tu rentres à leur capital. Et ça, pour nous, c'est hyper précieux parce que c'est des entrepreneurs à qui toi, tu as fait confiance. Donc, tu leur as déjà prêté 100 000 euros au travers de Raise Sherpa. Ouais, on en a beaucoup. Tu vois, Mokaker, par exemple, qui travaille dans la santé mentale, on leur a fait un prêt et on est rentré dans leur tour, tu vois, à travers Race Future. Donc, c'est des belles histoires comme ça aussi. Et puis donc, on va regarder. Aujourd'hui, on a un focus impact. Donc tu vois, on peut aller aussi sur des sujets, je le disais, Fermat, des sujets deep tech, etc. Puis on va regarder le potentiel de la boîte, quoi, tout simplement. Et on fait, en fait, comme on a un réseau qui est très très large, aujourd'hui notre écosystème Raise Sherpa, il est énorme.
On a plus de 150 mentors, on a toutes les startups qui sont passées par chez nous, on a plein de gens qui nous donnent des intermédiaires, qui nous donnent du temps, les corporates. Donc, c'est des gens qu'on peut solliciter. Donc, dès qu'on rentre dans un tour, on fait des ref calls avec des potentiels clients, des gens qui connaissent la technologie. Et en tant qu'acteur philanthropique, les gens nous répondent. Tu vois, quand je dis, moi, je suis un fonds 100% philanthropique, je me demande si j'investis dans une boîte qui fait ça, est-ce que tu peux me donner un avis sur la technologie? Les gens, ils répondent. Donc, tu vois, c'est plus dur parce qu'on va moins lever facilement, parce qu'on est 100% philanthropique. Oui. Donc mais en même temps, moi, je me dis, enfin, je suis hyper optimiste, sinon je ne ferais pas ce métier. Je me dis que quand on va montrer que ça marche, tu vois, et là, on fait les premières sorties, quand on va montrer que ça marche, et ben, en fait, il y en a d'autres qui se diront... je vais donner, tu vois. Et aujourd'hui, la French Tech, elle n'est pas philanthropique. Tu vois, le monde de la tech, il n'est pas encore philanthrope. Non, pas beaucoup en tout cas. Et il faut qu'il le soit. Donc en fait, tu vois, c'est des premiers... c'est un peu des gens visionnaires qui nous ont donné, qui nous ont confié ces euros. Et j'espère qu'on en aura d'autres qui vont nous rejoindre. Et justement, comment ça se passe tu me parlais aussi un peu du modèle pour sortir des boîtes. Ça, je trouvais ça tout à l'heure hyper intéressant parce que ce modèle philanthropique fait que tu me disais, j'arrive à aller à entrer dans ces tours Tier 1. Pour rappel, Tier 1, donc c'est censé être les meilleurs, le premier tiers fonds d'investissement, ceux qui ont les meilleurs résultats ou le meilleur track record du moment. D'ailleurs, je sais pas comment il est mesuré ce Tier 1. Est-ce qu'il est mis à jour comment il est mis à jour? Ouais, après, je pense que c'est... Mais en tout cas, les fonds de réputation, on va dire. Et puis ça change vite. Ouais, ça change assez vite. Ça change vite, mais bon, quand tu es dans ce milieu, tu sais. Tu sais qui perd, tu sais qui gagne. Donc en tout cas, essayer de s'adosser et de suivre les meilleurs. Mais par essence, on laisse pas rentrer les gens dans ces meilleurs deals. Et tout le monde essaye de rentrer dans ces deals et tout le monde essaye de co-investir avec les Tier 1, etc. Et toi, déjà, pour entrer dans le deal, toi, tu y arrives parce que philanthropie. Tu arrives à convaincre. C'est qui que tu dois convaincre? C'est l'entrepreneur ou c'est les co-investisseurs? Il y a un peu des deux. Tu vois, là, tu touches du doigt exactement ce qu'on doit faire en ce moment et qu'on fait pas assez bien, c'est-à-dire du product marketing, tu vois. Et en fait, se dire, cet outil philanthropique, on doit plus le marketer et vraiment que tout le monde y voit la valeur, en fait, que ça soit le VC, Tier 1 en question, qui valide le tour, et l'entrepreneur. Je pense qu'il y a deux sujets. Nous, l'entrepreneur, il y a une volonté dans certains de dire, mais en fait, moi, je veux à mon capital un fonds philanthropique, quoi. C'est ça ça me plaît, en fait, le modèle me plaît, donc j'ai envie que vous soyez là. Et en fait, nous, les tickets comme ça, entre 50 et 150 000 euros, tu vois, t'es quasiment... pas grand-chose. C'est comme un BA, quoi, tu vois, mais sauf que nous, c'est plus, c'est un BA plus, quoi. On va vraiment faire beaucoup d'accompagnement derrière. Et pour les fonds, c'est de voir la valeur de notre écosystème, je pense, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a beaucoup de fonds qui disent qu'ils accompagnent leur participation. T'en as qui le font vraiment parce qu'ils ont des operating partners. Enfin, tu vois, tu le vois, c'est affiché. Enfin, je veux dire, il y a du temps homme qui est passé. Mais t'en as d'autres, c'est le réseau des partenaires qui font les bonnes intros, etc. Tu vois. Et je pense que quelqu'un qui sait l'importance pour les entrepreneurs d'être bien accompagnés voit notre valeur directement. Parce qu'il voit la puissance et la diversité de notre réseau. Et de se dire, en fait, grâce à Ray Sherpa, l'entrepreneur dans lequel je mets et je lead le tour va vraiment avoir accès à des top décideurs dans des grands groupes, avoir accès, tu vois, à des super mentors, etc. Et c'est ça, tu vois. C'est ça qui fait que je pense on peut gagner des deals et on en perd encore. Enfin, tu vois, il y a des fois où l'entrepreneur veut nous faire une place et puis finalement ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est toujours un peu triste, quoi. Mais après, c'est de la négociation, hein, tu vois. Ouais. Et justement, dans les termes du pacte, on va rentrer c'est un peu technique, mais du coup, généralement, tu investis dans la boîte, tu as réussi à te faire ta place. Déjà, bravo. Tu vois, là, déjà, tu es content. Mais bon, c'est que le début. Maintenant, c'est maintenant que tout commence. Et une fois qu'on a investi. Parce qu'il faut faire maintenant fructifier cet investissement. Mais au moment où on rentre, il y a aussi une histoire de conditions, donc les conditions de valorisation, les préférences, mais il faut évidemment toujours
envisager la sortie de ton investissement. Et ce que je trouvais aussi hyper intéressant, c'est quelle est un peu l'innovation de sortie chez vous? Comment vous vous positionnez pour sortir du deal? Et en fait, on a pas mal réfléchi là récemment, donc on est encore en réflexion. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des pistes, on est preneurs, parce qu'on se disait, est-ce qu'on n'aurait pas un rôle, tu vois, de créer cette liquidité et de se dire, on trouve aussi des gens pour reprendre quand on sort, pour reprendre les parts qu'on va vendre. Mais en fait, là aujourd'hui, on se dit, les seuls cas de figure qui sont en train d'arriver là aujourd'hui, c'est des tours en fait qui sont sursouscrits. Donc en fait, il y a des gens qui sont très contents de nous racheter nos titres. Donc là, pour les boîtes qui vont bien, c'est facile. Pour les boîtes qui vont moins bien, on n'a pas encore le cas là. Tu vois, là, j'ai pas la réponse et je sais pas exactement comment on va faire pour arriver à sortir. Donc on se dit, est-ce que on se garantirait pas des conditions de sortie en amont? Donc on réfléchit justement, tu vois, à créer un espèce de petit pacte en se disant, comme on est philanthropique, est-ce qu'il n'y aurait pas des clauses qui fait que nous, on peut décider de sortir avec un horizon de liquidité qui est différent, quoi. Donc on est en train de regarder ça, notamment avec des avocats. Voilà, il y a deux options. Soit tu négocies avec l'entrepreneur, et là pour l'instant c'est ce qui fonctionne, mais parce que c'est des entreprises qui vont bien. Soit tu te back en amont sur au moment où tu sors, quoi. Mais on le market quand même, tu vois. On dit, nous, on est philanthropique, donc si à un moment donné, on peut sortir. Et puis, tu vois, l'histoire, elle est belle aussi. C'est-à-dire que pour un entrepreneur ou même un fonds qui a mis dedans, c'est, entre le tour de seed et le tour de la série A, en fait, il y a X euros qui ont été générés pour une association. Tu vois, tu peux le marketer aussi derrière, quoi. Ouais, Tu peux choisir ton asso, même. Ah oui? Ok. Ouais, il y a pas mal de choses, je pense, à faire là-dessus. Et je pense que ça peut aussi, apporter un peu de valeur à l'entreprise, dans sa culture. Donc ça peut faire sens à tous les étages. Et comment, justement, vous le marketez, ça? Ça se market aujourd'hui? Ça se market pas encore? On n'est pas bon. On n'est pas bon, là. C'est juste nous, on travaille, on travaille trop le fond et pas la forme, quoi. Mais oui, on va là, tu vois, on a les premières... je peux pas dire qui c'est parce que c'est pas encore annoncé, mais on a... La première sortie. On a la première sortie, entrepreneur, où on est sorti... à moitié en tout cas de ce qu'on avait mis dans la boîte, et donc on va pouvoir donner à une asso, tu vois. Donc là on va montrer que le modèle il fonctionne, tu vois. Nous c'était vraiment ça, c'était de se dire déjà montrons que le modèle il fonctionne et qu'on peut y arriver, donc ça c'est hyper important pour nous. Et après je pense que on va créer comme ça le marketing autour, tu vois, et de se dire en fait nous on a un stock d'associations qu'on aide sur 3 ans chacune. On leur donne entre 30 et 40 000 euros par an sur 3 ans. Donc après, tu vois, en fait, il y a une partie qui peut, de ce financement qui peut être fléchée grâce à la sortie de Race Feature, quoi. Et aux plus-values qu'on génère. Donc on pourra dire aux assos, en fait, voilà notre stock, aux startups, voilà notre stock d'associations. Il y en a qui font ça, il y en a qui font ça. Vers qui tu veux flécher ton don? Ok. Et comment vous... Tu me disais tout à l'heure, mais comment vous les sourcez, ces startups? C'est-à-dire que c'est les co-investisseurs qui vous envoient les deals? Non, ils ne vous connaissent pas encore? Ou alors si, nous connaissent. Il y a pas mal de fonds qui nous connaissent, parce que nous, l'avantage, c'est que si tu veux, on peut intervenir entre tous les moments de liquidité. On fait du seed à la série B, donc si c'est pas de l'equity, c'est du prêt. On a même un prêt pour des boîtes plus matures qu'on fait avec le Crédit Agricole. Donc en fait, tu vois, si tu veux, pour un fonds qui fait du seed, on a des prêts d'honneur. Pour un fonds qui fait de la série A, on a des prêts un peu plus matures où on a aussi feature. Donc en fait, si on en a quand même on travaille beaucoup avec. Mon équipe, côté financement, c'est Eugénie et Rebecca, et elles, toute la journée, elles cherchent comme dans n'importe quel VC. Elles cherchent les pépites dans lesquelles investir ou prêter, tu vois. Donc nous, quand on les rencontre, les boîtes, on a un peu ces deux jambes, le dilutif et le non dilutif, quoi. Et en fonction des opportunités, on va mettre plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre. Et vous renvoyez ces boîtes vers le reste du groupe?
Généralement, vous co-investissez avec le reste du groupe? Oui et non, c'est-à-dire que c'est très... Alors, il y a une muraille de Chine, tu sais, parce que c'est vraiment... Nous, on est une fondation. Donc, en fait, tu vois, on a une gestion désintéressée. Donc, tu peux pas faire des choses qui vont profiter exactement. Et enrichir le Donc, groupe finalement, à côté. on vient même, c'est horrible à dire, plus servir d'autres fonds que les fonds de notre maison, tu vois. On va plus travailler avec d'autres. Et après, on peut co-investir avec Race Future, avec notre fonds de venture. Chez nous, Race It for Good, on l'a déjà fait sur 2 deals. Eux, de toute manière, ils sont lead et nous, on est follower. Donc, en fait, on apporte des choses différentes. Mais par exemple, sur le prêt, si une boîte a eu un prêt chez nous, elle ne peut pas avoir un investissement de notre fonds de VC. C'est pas possible. Ah, carrément. Ouais. Ah, c'est dur, ça. Ouais. Après, ça peut être, tu vois, ça peut être des temporalités. Ça peut être. Tant qu'elle est. On l'accompagne pendant 2 ans et puis à un moment donné, ils font un tour et ils vont dans notre fonds de VC. Mais ouais, c'est comme ça que c'est fait. Après, c'est bien que la philanthropie soit encadrée aussi, tu vois. Et c'est quoi un peu les résultats de Race Sherpa puisque ça fait combien de temps que tu en es à la... Ça fait 8 ans et ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc, écoute, on a financé... C'est quoi les plus beaux achievements Ouais, c'est compliqué à dire parce qu'en même temps, tu te dis qu'est-ce qui est lié à moi, qu'est-ce qui est lié à la boîte, qu'est-ce qui est... voilà, mais moi, je pense que là où je suis très fière, c'est que, en fait, depuis 10 ans, on fait quand même avancer vachement l'écosystème. Tu vois, au début, on a financé des boîtes de la tech qui étaient, à l'époque, pas tellement financées, tu vois. Quand on a financé Celency, ça pouvait être compliqué pour eux de se financer, ou des startups comme ça. Donc, on a été vraiment là à accompagner très tôt ces entreprises. Donc, on a eu un impact, en tout cas, là-dessus. Aujourd'hui, on finance beaucoup des sociétés deep tech qui certaines ont du mal à se financer, tu vois. Donc, on est vraiment un gage... de crédibilité derrière pour aller lever ou autre. Et puis moi, la fierté que j'ai, je pense que c'est sur nos KPIs aussi d'impact sur les femmes, parce que si tu regardes sur les startups, on a des taux de survie qui sont super, mais tu pourrais toujours te dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que tu as pris assez de risques, tu vois. Mais sur les femmes, aujourd'hui, il y a un gros effort qui est mis, tu vois, depuis quelques années, notamment avec l'avènement de Sista, etc. Mais nous, depuis toujours, on a à cœur, on est à parité dans le groupe Race, de financer l'entrepreneuriat féminin. Et aujourd'hui, tu vois, en 2024, on a dans nos boîtes financées 50% qui ont été cofondées par des femmes. Ce qui est énorme par rapport aux pratiques du marché qui sont bien en dessous, quoi. Et tu vois la différence là, depuis maintenant 10 ans ? Tu vois une vraie différence ? Ouais, je vois une différence. Après, la réalité fait que... alors, si on reprend les chiffres, c'est moins de 2%. C'est 2% des capitaux investis en Europe qui sont fléchés vers des projets 100% féminins. Et je crois que c'est 7% quand tu as un... voilà. Donc, on a encore une petite marge de progression, tu vois. En fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que... Est-ce que c'est les financements ou est-ce que c'est du côté des entrepreneurs moi, je dis toujours, tu sais... Moi, je sais la solution, je l'ai. C'est quand un mec monte une boîte, qu'il choisisse une cofondatrice. Voilà. On aura résolu le problème. Là, si les start-upers qui se lancent font ça, on va résoudre le problème. C'est le choix, hein. C'est démontré. Hein. C'est à 95%, tu choisis de t'associer avec un homme. Quand tu es un homme. Ce que font pas les femmes. Donc, choisir de t'associer avec des femmes. Donc ça, je pense que ça changera vachement. Et 2, en fait, il faut bien prendre conscience que là, on est en train de recréer des biais. Et en fait, on va pas remettre des lois comme tu as la loi Copé-Zimmermann, machin, truc... sur les membres de Comex, sur les conseils d'administration des grands groupes, tu es obligé de légiférer pour avoir des femmes. Enfin, tu vois, je veux dire, moi, je trouve ça un peu triste. Donc là, quand tu regardes le Net 40, je sais même, elles sont 2, peut-être. Il doit y avoir Pigment et je sais même pas le deuxième, tu vois. Voilà, donc il y a pas... Enfin, non, on a quand même un problème. On a quand même un petit problème, encore. Enfin, tu vois, moi, je suis pas contente de ce que je vois. Après, dans l'aspect positif, ce que je vois de plus en plus, c'est en tout cas sur les sujets... très tech, deep tech, tu vois, moi j'ai beaucoup de sujets dans la santé, dans l'IA, dans la biotech. Là, j'ai de plus en plus de fondatrices qui sont des rockstars, vraiment, tu vois, qui ont des PhD en à peu près tout, et qui se lancent enfin.
Et voilà, je pense que c'est des meufs qui seraient restées peut-être plus dans leur labo ou qui auraient travaillé dans des groupes. Et là, elles se lancent, tu vois. Donc ça c'est super. Donc toute initiative qui encourage ça... c'est beaucoup plus... voilà, on les encourage beaucoup plus et on leur apporte un cadre, en tout cas à tous. Ouais, voilà. Exactement. Propice, donc ça c'est ça. Pour moi c'est un peu montrer ça, soutenir ça. En fait c'est nous on a travaillé notre manifesto là, cette année. On se disait mais c'est quoi notre mission vraiment et je pense que c'est la mission de Raise aussi, c'est de créer des ponts entre ces écosystèmes qui se parlent pas. Et ça c'est vraiment important, la finance, la philanthropie. Et en fait il y en a d'autres qui se lancent quand tu fais ça. Ensuite, les grands groupes et les startups, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a fait plein d'études, on a fait plein d'initiatives là-dessus. Et je pense que l'open innovation et la façon dont les grands groupes contractualisent avec les startups, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Sherpa, hein. C'est les mecs de l'ombre qui travaillent sur les sujets. Et voilà, et demain, moi, je rêve que, quand une boîte de la tech performe un peu, en fait, elle est son pendant associatif. Et que dès le début, elles se disent, il y a une partie de ma valeur générée ou une partie du temps qui soit donné à des associations. Mais est-ce que c'est pas déjà le cas, on va dire, mais à titre... voilà, les fondations, elles sont bien issues généralement d'entrepreneurs à succès ou T'en as une là en tête? Je sais pas. Un entrepreneur à succès de la tech. De la tech, Bill Gates, il a fait Bill Gates, sa fondation au moins lui. Ouais. Mais en France, si tu regardes sur les licornes françaises, il n'y a pas de fondation aujourd'hui. En tout cas, je les connais pas, mais il y a Content Square qui a un fonds de dotation. J'allais dire, il y a Content Square qui avait quand même fait. Et c'est un modèle un peu atypique parce que c'est une association qui a été intégrée puis c'est créé en fonds de dotation. Donc voilà, il y a les dirigeants de Doctolib, Doctolib. Les Mulliers ont fait des gros fonds de dotation et financent l'entrepreneuriat aussi. Ouais, mais c'est encore, si tu veux, c'est embryonnaire. Anecdotique. C'est anecdotique. Et puis, je pense que... mais parce qu'il faut des tiers de confiance pour mélanger les deux, tu vois. Tu veux pas d'un coup te dire, vas-y, cette association... En fait, c'est un métier, la philanthropie. Et justement, c'est parce que je vois que le temps file. Pardon. C'est passionnant. Mais du coup, justement, comment on réconcilie, parce que, mais oui, comment on réconcilie, comment on lie, comment on démocratise philanthropie dans la finance, quoi, et finance, qui sont quand même, par essence, pas évidents à marier. Et en fait, je dis ça, mais en même temps, l'essence de la finance est plutôt normalement de créer de la valeur et donc devrait pouvoir apporter plus de philanthropie. Mais comment vous voyez ça? Tu m'en parlais un petit peu tout à l'heure. Comment tu me disais, mais moi je voudrais faire évoluer le capital risque vers plus de philanthropie. Donc ça passe par où ça passe par justement ce que tu as mis en place avec ton fonds, avec ce modèle. Vous voulez l'insuffler ailleurs? En fait, moi, je pense que c'est l'exemplarité, c'est innover. Tu innoves, c'est comme dans tout. T'es le premier à innover, et puis en fait, il y en a d'autres qui vont te suivre et qui vont trouver ça cool. Donc ça, c'est déjà, c'est de montrer l'exemple, tu vois. Et après, c'est partenariat, donner du temps, échange entre pairs, tu vois. Enfin, moi, je crois vraiment à la puissance des réseaux et au partenariat, tu vois. En fait, on avance tous dans le même sens, tu vois, et on a beaucoup à créer... je pense qu'on a beaucoup à gagner à créer des coalitions. Moi, j'aimerais beaucoup... là, j'en parlais de France Invest, qui a un groupe philanthropie. J'aimerais beaucoup que tous ces gens qui font dans les sociétés de gestion de la philanthropie, il y en a de plus en plus. Tu as des super fonds de dotation qui se montent. On n'est pas les seuls. Nous, on est une des plus grosses fondations attachées, en tout cas, en termes de montants à une société de gestion. C'est énorme, les montants qui sont donnés. Mais il y en a plein qui se lancent. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de petits montants. Enfin, peu importe l'initiative, tant que tu te lances, c'est déjà important. Mais je pense qu'on a beaucoup à gagner à se fédérer en réseau et à créer des coalitions de financeurs, tu vois, à la fois pour financer la philanthropie, et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est professionnaliser. Nous, le métier de l'investissement, de base, il sait sélectionner, il sait choisir, il est professionnel, tu vois. Il faut répliquer la même chose dans la philanthropie, tu vois. Moi, je pense que notre rôle, le rôle du capital investissement au sens large, donc capital risque, c'est de se dire, quand on se lance dans la philanthropie, c'est comment on va faire émerger ces licornes européennes associatives, tu vois.
C'est de penser, avoir le même mindset, tu vois, qu'on va appliquer aux startups, aux entrepreneurs, se dire, mais aujourd'hui, on a besoin de créer les champions de demain associatifs. Et ils sont pas là. Ouais, encore. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être là. C'est hyper intéressant. Et est-ce que ça vient pas un peu en opposition avec le concept même de la philanthropie, du bien commun, de la manière du monde associatif qui est par essence pas un monde de compétition, en fait, c'est de la performance sociale et philanthropique, je dirais. Tu vois, c'est te dire. Ça aussi, c'est nouveau quand même. En fait, je te prends un exemple. Donc, tu as donné 50% de ton caride, c'est beaucoup quand même, tu vois. Et là, tu le donnes, tu te dis, bon, je vais aider des assos. Tu regardes à peine, tu analyses à peine les assos, tu dis, ah oui, c'est vraiment important ce sujet de, je sais pas, de l'enfance. L'association à qui t'as donné, elle se plante. Enfin, tu vois, tout est perdu. C'est comment cet euro donné, parce que tu vois, l'acte de donner, il est déjà important. Comment cet euro, tu fais en sorte qu'il ait vraiment de l'impact. Et donc, tu vois, moi, je trouve ça hyper important de démultiplier la puissance du don. Et c'est pour ça qu'il faut coupler don et accompagnement, qu'il faut vraiment sélectionner. J'imagine qu'il n'y a pas toujours de notion de performance dans l'association. Si tu donnes bien sûr, mais en fait... Au Resto du Cœur, à un moment donné, est-ce qu'ils vont mieux donner et distribuer que l'autre association qui distribue aussi des denrées alimentaires, tu vois. Ouais, mais c'est pas forcément performance dans comment elles utilisent ton don. C'est comment ton association elle est gérée. Par exemple, tu vois, quand tu regardes une start-up, tu vas investir dans une boîte, tu vas regarder les fondateurs, le marché, la tech. Est-ce que ça tient la route, ça ? Moi, quand je regarde une asso, je me dis, mais qui sont les dirigeants ? Quelle est la gouvernance ? Est-ce que c'est une gouvernance qui vont les aider à passer des étapes ? Ou est-ce que c'est une gouvernance qui peut te limiter ? Parce que ça arrive beaucoup dans le monde associatif, tu vois. Et quels sont les projets qui sont portés ? Et quelle ambition est donnée aux projets, tu vois. On parle souvent dans le monde associatif de endgame. D'ailleurs, dans tout, hein. T'auras réussi si quoi ? Toi, tu peux créer ton endgame. Moi, mon endgame, j'aurais réussi si j'arrive à faire en sorte que les compétences qu'on a dans le monde de la tech, qui sont hyper précieuses, soient mises au service du monde associatif et qu'on crée demain les champions de demain associatifs. Et qui est dans le monde associatif une logique plus efficiente. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais en fait, le monde associatif... ils se perdent vraiment dans des process qui répètent. En fait, il y a un manque d'efficacité lié au fait qu'il n'y a pas assez d'automatisation, de process, etc. Et en fait, les gens perdent un temps fou sur des tâches qui sont pas à faible valeur ajoutée. Et en fait, ils préféraient se concentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire avoir de l'impact sur leurs bénéficiaires. Donc, moi, c'est ça. C'est que j'ai envie de libérer le monde associatif pour qu'ils aient plus de temps pour faire ce qui est vraiment important, à savoir leur mission sociale. Et pas faire du fundraising, refaire 10 fois les mêmes process, etc. C'est juste optimiser les choses, tu vois. C'est une super mission. Écoute, avant de se quitter, pour nos auditeurs qui auraient envie qui auraient apprécié cet échange, qui auraient envie d'aller plus loin, si toi tu te mets à la place d'un investisseur particulier, déjà, comment il peut aider ? Il a envie d'investir. Comment il peut aider ? Comment il peut... quel est le conseil peut-être que tu aurais même envie de lui donner en tant qu'investisseur ? Parce que toi, tu es un investisseur un peu particulier. Donc, ce serait quoi tes conseils d'investisseur ? Moi, mon premier conseil, c'est... Moi, je crois beaucoup à l'intuition. Tu vois, quand je sors d'un rendez-vous, je me dis, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Enfin, tu vois. Donc... Pour moi, le premier conseil, c'est... Alors après, il y a des choses où tu peux pas parce que tu vas investir via une plateforme ou autre, mais le premier conseil, c'est que tu peux rencontrer les entrepreneurs et en fait, fais-toi une conviction, tu vois. Et vraiment, qu'est-ce que tu penses des personnes, tu vois. Et moi, je pense que je me suis jamais trompée. Quand je suis ressortie d'un rendez-vous avec une espèce d'énergie, un truc où je me suis dit, oh, ils m'ont embarqué, quoi. Mais je suis partie très loin avec ces gens-là. Et je me dis, si moi, ils ont fait ça sur moi... C'est... Tu vois, et je pense que ça, c'est hyper important. Et moi, je regarde beaucoup la complémentarité des gens. Mais en fait, c'est une question de people. Hein. C'est une question de people. Parce que si tu as les bons people, au pire, tu changeras ton produit, ils se réadapteront, tu vois. Et donc, c'est des gens qui sont capables d'insuffler une vision et en même temps de se remettre en question.
Tu vois, et vous allez, vous allez plus loin, toi qui parlais beaucoup d'accompagnement au début de notre échange, au-delà de l'intuition, parce que ça, c'est en effet essentiel, mais comment tu valides une complémentarité? Comment tu valides les people? Si tout est basé sur les people, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on se concentre que sur les people. Tu peux prendre comme dans un process de recrutement, tu prends des ref calls. Tu as des gens qui ont bossé avec eux. Enfin, c'est con, hein. Mais tu sais, parfois... En fait, un process d'investissement, c'est comme un process de recrutement. Ouais, c'est un peu pareil. Ça peut être assez, finalement, assez proche. Mais ça peut être assez proche, bien sûr. Tu vois, tu demandes des avis, tu demandes... Enfin, c'est hyper important, tu vois. Moi, je trouve que, par exemple, tu vois... moi, je regarde beaucoup, on parlait de people, la capacité à recruter. Tu vois, quand le mec, il vient de faire son tour de seed, donc il n'a pas beaucoup d'argent, qu'il arrive, ou le mec ou la meuf d'ailleurs, il arrive à aller chercher des profils, des top profils, à les embarquer et à les emmener dans l'aventure, tu vois, et que c'est pas un profil, c'est 2, 3, 4, tu te dis, il y a quelque chose quand même, tu vois. Et donc ça, je pense que c'est hyper important, ou des gens qui te suivent, tu vois, ça on le voit beaucoup. Tu quittes une boîte et puis tu as 3 personnes que tu avais managées qui te suivent. C'est que, bon, dans ton expérience passée, tu étais quand même un relativement bon manager. Et puis, moi, c'est la capacité à créer une culture, tu vois. Il faut poser des questions un peu différentes. Moi, comme je suis philanthrope, je pose toujours des questions un peu différentes, tu vois. Et, enfin, tu vois, c'est quoi ton drive, en fait? Qu'est-ce que tu as envie... Enfin, pourquoi tu fais ça? C'est quoi le endgame? Et le endgame. Eh ben écoute, j'aime bien aussi poser cette dernière question qui est, est-ce que j'ai oublié de te poser une question lors de cet échange? Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose de différent? Bah, toi, c'est quoi ta vision, justement, sur l'investissement? Ouais, toi, ta vision à toi, ça m'intéresse. Moi, déjà, l'investissement, à l'origine, je trouve que c'est déjà quelque chose de très philanthropique parce que beaucoup d'investisseurs que j'ai pu côtoyer n'ont pas forcément gagné d'argent grâce à l'investissement. Donc j'ai toujours trouvé ça un petit peu fou et déjà un petit peu fou d'être investisseur dans le monde de l'innovation. Après, mon objectif est assez proche du tien, c'est qu'il a été de démocratiser tout ça, et essayer de démocratiser tout ça et de faire en sorte que ces investisseurs ne soient pas que à perdre leur argent, mais qu'un euro puisse créer des petits et faire en sorte qu'ils puissent le réinvestir. Et j'avais souvent ces échanges avec plusieurs d'entre eux, plusieurs investisseurs qui me disaient, moi, mon objectif en tant qu'investisseur, c'est pas forcément de devenir millionnaire grâce à vous, grâce à mes investissements, et de gagner énormément d'argent. Par contre, j'aimerais bien récupérer mon argent pour pouvoir le réinvestir. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas une surface financière suffisante pour pouvoir juste le perdre ou ne pas suffisamment en gagner. Et je pense que c'est ça tout l'enjeu, toute l'équilibre à trouver dans l'investissement. Et d'autres diront, je sais pas, comme Thibaut Hézières il y a pas très longtemps, que lui, il en a fait son métier parce qu'il a gagné énormément d'argent à être investisseur individuel particulier. Donc en fait, tout ça, c'est une question aussi de c'est quoi son souhait, c'est quoi son objectif d'investissement. Et donc le mien, pour répondre, c'est de démocratiser l'investissement pour faire en sorte qu'on investisse beaucoup plus dans cette économie réelle et que ces euros soient c'est trop bien. utilisés à bon escient. Et que plus de femmes investissent aussi. Et que plus de femmes investissent et qu'il y ait plus de... Ouais, qu'il y ait quand même plus de monde qui soit sensible à ce type d'investissement. Voilà. C'est une bonne vision. Bon, en tous les cas, écoute, Anne-Sophie, je te remercie beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Et puis, quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Entretien avec un VC. À bientôt. À bientôt.